Alors, si je vous dis infidèle, indépendant, paresseux, chialeux, égoïste, trop gâté, élevé dans la ouate, pense tout connaître, veut tout avoir tout de suite, vous savez probablement de qui je parle, hein? Eh bien oui, on disait même ça de la génération Y il y a déjà plus de 16 ans, et on dit encore ça de la génération Z aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Bien, c'est sûr, là, on pourrait parler de la pénurie de main-d'œuvre, on pourrait parler de la manière dont les enfants ont été élevés, mais la raison principale pour laquelle les nouvelles générations sont comme ça, c'est la suivante. Les patrons sont des menteurs. Mais rassurez-vous, on ne parle pas de vous, on ne parle pas de vos patrons, on parle des hauts dirigeants des multinationales et même eux mentent de façon inconsciente ou involontaire. Il faut se rappeler que les nouvelles générations, ils ont vu leurs parents se tuer à l'ouvrage pour se faire flusher aussitôt que ça ne faisait plus l'affaire. Tout ça pendant que nos 100 patrons les mieux payés au pays ont gagné l'année passée en moyenne 57 000 par jour. C'est une augmentation de 100 depuis 2008, alors que le salaire moyen a augmenté de 40 seulement depuis 2008. Donc, les gens sont plus prêts à sacrifier leur santé ou leur vie personnelle pour un travail qui ne fait pas de sens ou un projet qui n'est pas inspirant. Qui m'a déjà vu en conférence ici, juste écrire oui ou non dans la boîte de clavardage? Parfait, il y a plusieurs oui, donc je ne ferai pas une longue présentation. Il y a quand même quelques noms, ils ne vous laissent pas sortir souvent, hein? Alors, je suis conférencier international. Je suis auteur de 11 livres. J'ai fait des conférences à Marrakech, Riviera Maya, Maniwaki. Auteur donc de 11 livres, je l'ai dit. Depuis 2008, je me spécialise à aider les gestionnaires qui veulent attirer, mobiliser et fidéliser leurs employés. Donc, au programme, d'ici 12h30, on va voir c'est quoi un emploi idéal pour la génération Z, c'est quoi les moyens de communication à privilégier au travail, quel style de leadership les Z valorisent-ils le plus et quelles sont les formes de rétroaction et les formes de reconnaissance prisées. Alors, tout ça, évidemment, est inspiré de mon livre Génération Y et Génération Z qui va paraître le mois d'octobre. J'ai déjà les copies qui sont arrivées ici cette semaine. Donc, si jamais ça vous tente de pouvoir le procurer avant tout le monde, c'est maintenant possible. Et le livre est aussi, évidemment, inspiré de plusieurs études que moi j'ai menées ou que d'autres ont menées aussi, plusieurs recherches qui ont été faites sur le sujet de la génération Z. Alors, on associe souvent les changements de génération à des événements sociaux majeurs, que ce soit la fin de la Deuxième Grande Guerre, la fin de la guerre froide, crise financière, événements majeurs. Et effectivement, la génération Z, c'est la première génération, en fait, qui ne se rappelle pas, elle était où le 11 septembre 2001. On associe aussi parfois les changements de génération à l'évolution technologique, que ce soit l'arrivée du téléviseur, du micro-ordinateur, l'Internet, réseaux sociaux. Mais on peut difficilement dire qu'il y a une génération qui est plus impactée que l'autre. C'est sûr que si tu es né avec un téléphone intelligent dans les mains, tu vas être plus habile que quelqu'un de plus âgé, mais on a pas mal tous appris à se servir de ces différentes technologies-là. Et juste par curiosité, s'il y en a qui s'intéressent à savoir qu'est-ce qui suit les Z, ben, c'est la génération qu'on appelle Alpha, donc ceux qui sont nés en 2013 et après. Et pourquoi cette année-là? Ben, en fait, c'est l'année aux États-Unis où il y a plus de 50 des gens qui possédaient un téléphone intelligent. Donc, vous voyez que les technologies, les événements sociaux, ça peut servir à séparer des générations, mais ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse, c'est plus ce qui va s'en venir. Alors, c'est sûr que l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, ça nous affecte tous. En fait, l'inflation, plus 21 depuis 2 ans déjà. Euh, L'année passée, en hausse de 8,9. Donc, c'est sûr que ça nous affecte tous, mais évidemment, quand on est plus jeune, quand on débute dans la vie, qu'on a des revenus moindres, l'impact se fait plus sentir. La question de l'accès à la propriété est aussi un enjeu pour les nouvelles générations. Je suis curieux de savoir si vous savez, c'est quoi le coût moyen d'un loyer au Québec? Je vais peut-être m'écrire ça dans la boîte de clavardage. D'après vous autres, c'est quoi le coût loyer moyen au Québec en 2024? Alors, on a Sergent Leclerc qui nous dit 1500, Jean-François à 1200, Cathy 1500, on a dit 1300, 1400, 1400. Vous êtes pas mal dans les mêmes eaux. On a Patricia qui s'est risquée à 1650. Je pense que c'est pas mal le chiffre le plus haut qu'on a vu. Eh bien, on est à 2011 imaginez-vous, selon deux sources récentes.
Donc, c'est sûr qu'évidemment, encore là, c'est une génération qui peut se poser des questions sur l'accès à la propriété. Donc, tout ça, évidemment, dans un contexte où le taux de chômage, en fait, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, ça n'affecte pas tout le monde de la même façon. Chez les jeunes, le taux de chômage est beaucoup plus élevé. Donc, on a 6,4 en juillet au Québec, taux de chômage de la population en général. Et voici le taux de chômage chez les 15 à 24 ans. On est à 14,2 en progression de 4,9 depuis l'année dernière. Et par curiosité, vous avez ici le taux de chômage chez les immigrants récents. Donc, évidemment, dépendamment de notre génération ou de notre date d'arrivée au Québec, finalement, le taux de chômage peut être plus élevé. Donc, ça pour dire que la génération Y, on disait d'eux, bon, c'est une génération, ils sont optimistes, ils ont un sentiment de supériorité, ils ont un sentiment de confiance. Et avec la génération Z, on est passé du côté sombre. Donc, on ne va pas dire que les Z, c'est juste comme les Y. Chez les Z, on est passé vraiment d'un aspect plus de pessimisme, d'insécurité, de doute. Les jeunes ont l'impression que la planète est foutue et que le système est fait pour que seulement les ultra-riches puissent s'enrichir. Alors, je vous parle du test Enviable. Je vais vous mettre l'adresse dans la boîte de clavardage si jamais ça vous tente d'aller le faire, nviab.ca. Donc, c'est un test gratuit qui est en ligne dans lequel, ça prend 3-4 minutes, on demande aux gens de préciser c'est quoi leur top 5 attentes pour un travail satisfaisant, top 5 valeurs et top 5 compétences. Et il y a un algorithme qui analyse les résultats et qui va associer vos réponses à un des 16 personas différents qui permet de dire dans quel genre d'environnement vous êtes le plus potentiellement possible d'être heureux au travail. Et je vous en parle parce qu'on est rendu à peu près 3300 répondants dans un profil public gratuit et ça nous permet donc de faire certaines analyses au niveau des attentes par rapport au travail. Et alors, vous regardez ici selon les générations, donc on a Baby Boomers et Génération X, on retrouve le même top 5 des attentes pour un travail satisfaisant. Donc, ça veut dire que pour les boomers, l'attente numéro 1, c'est d'avoir des valeurs partagées, 2, localisation géographique, 3, adéquation des tâches correspondant à mes habiletés. 4, la relation avec mon gestionnaire. Et 5, la possibilité d'avoir un horaire adapté. Génération X, le même top 5 sur une liste de 20, je vous le rappelle, mais dans un ordre de priorité différent. Donc, pas de différence de ce côté-là. Et des fois, la question qu'on me pose aussi, c'est Stéphane, est-ce que ça change beaucoup d'une année à l'autre? Et la réponse, c'est non. Parce que depuis déjà 5 ans, on fait ce suivi-là d'une année à l'autre. Et ce qu'on remarque, en fait, depuis l'année dernière, de 2023 à 2024, il n'y a eu aucun changement dans le top 5 des priorités. Et si on remonte même avant la pandémie, le top 5 n'a pas vraiment bougé. On remarque effectivement des petites variations. Donc, quand vous voyez, il y a des points bleus ou des points rouges. Point bleu, ça veut dire que le pourcentage a légèrement diminué, l'importance a légèrement diminué. Point rouge, l'importance a légèrement augmenté. Donc, ce que ça veut dire, par exemple, pour les X, c'est qu'avoir des valeurs partagées, ben, c'est encore l'attente numéro 2, mais ça l'a monté un petit peu par rapport à l'année dernière, mais l'ordre de top 5 n'a pas changé. Quand on va du côté des nouvelles générations maintenant, là, on voit qu'il y a des changements. On a horaire adapté qui arrive au premier rang, on a possibilité d'avancement qui arrive en deuxième, on a formation qui s'ajoute en troisième chez les Z, stabilité d'emploi, quatrième et cinquième rang, selon la génération, et la rémunération qui arrive au cinquième rang chez les Z. Alors, les variations, pas beaucoup depuis l'année dernière. On a pour les Y des tâches correspondant à mes habilités qui étaient au sixième rang, qui est monté au quatrième. Stabilité d'emploi qui est glissé de 4 à 5. Et du côté des Z, il n'y a pas eu de changement, sinon que la rémunération a pris un peu plus d'importance, mais est toujours au cinquième rang. Puis évidemment, avec les statistiques qu'on a vues tantôt, ça peut expliquer aussi pourquoi la rémunération est plus importante pour les Z que pour les autres. Alors, quand on regarde ce tableau-là, évidemment, il y a des choses qui peuvent nous surprendre. Souvent, là, quand je fais des conférences, j'invite les gens à me dire qu'est-ce qui les surprend là-dedans. Puis, stabilité d'emploi, entre autres, c'est souvent quelque chose qui interpelle les gens parce que les jeunes se tannent vite, puis on a l'impression qu'ils ne veulent pas rester longtemps dans un travail. Mais en fait, ce qu'ils m'ont dit, parce que je les rencontre, j'ai des interviews, puis tout ça, puis ce qu'ils m'ont dit, c'est que stabilité d'emploi, pour eux, ça veut dire pas toujours faire la même job, mais ça veut dire avoir une stabilité d'employabilité. C'est-à-dire, est-ce que ce travail-là va me permettre de maintenir mon employabilité dans le futur en ne sachant pas à quoi le futur ressemble? Donc, il y a cet aspect-là de stabilité d'emploi. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on remarque avec les jeunes, le taux d'anxiété est beaucoup plus élevé.
Donc, le fait d'avoir une certaine stabilité du côté du travail, ça peut être aussi un élément important. Mais quand on regarde le tableau, évidemment, bon, c'est le fun, on peut décomposer par génération avec les années de naissance, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'études qui ont été capables de démontrer qu'on peut vraiment associer des attentes à des années de naissance en particulier. En fait, ce qu'on découvre, c'est que les attentes sont plus liées à la situation personnelle et professionnelle des individus. C'est-à-dire que si je suis en début de carrière, on assume que je suis de la génération Z, c'est normal de vouloir avoir des possibilités d'avancement, c'est normal de vouloir avoir de la formation. Et plus qu'on avance dans notre carrière, exemple, si je suis un X, bien, peut-être que c'est normal pour quelqu'un de plus expérimenté d'avoir des tâches qui correspondent à ses habiletés. Donc, les attentes risquent d'évoluer selon la situation personnelle et professionnelle des individus. Donc, ça se pourrait que, éventuellement, les attentes au travail d'un Y ressemblent à celles d'un X dans 10 ou 15 ans, et même chose pour la génération Z qui pourrait se rapprocher tranquillement de quoi ressemble la génération Z. Alors, David me demande si on peut avoir le PowerPoint. Oui, je vais le mettre sur la boîte, en fait, dans la discussion sur Teams après. Merci pour la question. Alors, la recette du bonheur au travail, c'est relativement simple, même si c'est difficile. Finalement, ça vient de l'écart entre la réalité et les attentes. Et effectivement, quand on se retrouve à avoir une réalité professionnelle qui est assez ordinaire, on va le dire comme ça, et quand on a des attentes qui sont très, très élevées, comme les nouvelles générations, ben, c'est là où on se retrouve avec des jeunes qui se mettent à se filmer en train de travailler, en train de s'emmerder en fait au travail et qui utilisent des mots-clics comme Lazy Girl Job, Bored at Work, Snail Girl, Bare Minimum Monday ou Managing Up, parce qu'évidemment, leurs attentes sont tellement grandes par rapport à la réalité qu'on leur promet, qu'on leur avait promis ou qu'on leur livre, bien que là, ça crée effectivement du mécontentement. Parce qu'évidemment, c'est pas toujours trippant comme ça, hein. Un job, des fois, et des environnements sont pas super le fun comme ça. Si tu embauches un sauveteur pour travailler aux Jeux olympiques, ça se peut que ça soit plate, hein. Ils savent nager. Donc, c'est très important quand un employeur veut recruter la génération Z de s'assurer qu'il va présenter ce que j'appelle un aperçu réaliste de l'emploi. Donc, de présenter, oui, des aspects positifs, le fun, mais aussi de présenter des aspects qui sont peut-être un peu moins agréables, mais qui vont faire partie de la réalité pour éviter d'avoir un clash justement entre les attentes et la réalité au jour 1. On va voir les modes de communication privilégiés par les Z au travail. Donc, d'après vous autres, dans la boîte de clavardage, écrivez-moi, c'est quoi le mode de communication que vous pensez que les Z privilégient le plus au travail? Alors, Cathy me parle du texto. Effectivement, ça serait un bon réflexe. David nous parle de Messenger. Jean-François aussi le texto. On a plusieurs textos. Texto. J'ai vu Snapchat, réseaux sociaux, Messenger. Cathy nous dit Snapchat, donc les réseaux sociaux. Chantal n'a pas pris de chance à donner deux réponses, texto et réseaux sociaux, c'est bon. Patricia, OK. Chloé nous dit Teams, Camille aussi. Alors, je vous présente un décompte. En fait, on va on commence avec la 5e place et on va finir avec la première. Donc, on va voir qui a eu la bonne réponse. Je ne suis pas certain d'avoir vu. On va voir. Il y a quand même plusieurs réponses qui ont circulé rapidement. Alors, 5e rang, c'est les réseaux sociaux. Et là, la question suivante que je leur ai posée dans l'enquête que j'ai faite ce printemps, il y a à peu près 245 jeunes qui ont répondu à une enquête en ligne, en fait. Et je leur ai posé la question, c'est quoi les médias sociaux que tu utilises le plus souvent? Parce que, bon, ça arrive au 5e rang pour communiquer au travail. C'est peut-être pas le choix numéro 1, mais si moi, comme gestionnaire, j'utilise pas les réseaux sociaux ou peu, ben, j'aimerais peut-être savoir lesquels les jeunes utilisent le plus pour éventuellement, moi aussi, commencer à l'utiliser. Donc, d'après vous autres, c'est quoi qui arrive au numéro 1 quand on demande aux jeunes? En fait, la question qu'on leur demandait, c'est quels médias sociaux utilises-tu plusieurs fois par jour? Et donc, d'après vous autres, ce serait quoi le média social numéro 1? Là, on ne parle pas de travail, on parle dans la vie en général, hein. Je vois Frédéric nous dit Instagram. J'ai vu du TikTok, Instagram, WhatsApp, on a du Snapchat, TikTok. On entend beaucoup parler de TikTok, hein. On a l'impression que c'est le numéro 1, mais
Il est numéro 3. En fait, on a Instagram qui est au premier rang, en plus 4 par rapport à 2023. On a Facebook qui est au deuxième rang, qui peut paraître surprenant parce que c'est une affaire de vieux, ça a l'air Facebook, mais évidemment, ça inclut Messenger, puis plusieurs d'entre vous avaient mentionné Messenger tantôt, donc effectivement, ça l'a fait augmenter le pourcentage de Facebook. On a TikTok à 51 en baisse de 3 et Snapchat à 46 en baisse de 6. Et vous avez ensuite les autres losers. Alors, on a YouTube à 24 LinkedIn à 11 Pinterest à 8 Discord à 5 X 2 et Twitch 1 Alors, ce qu'il faut tenir de ça, évidemment, c'est que si, moi, je suis très, très actif sur LinkedIn, c'est mon réseau social de privilégié, j'ai au-dessus de 17 000 relations là-dessus, mais si je veux m'adresser à la génération Z dans un contexte de travail, bien, ça se peut que ce ne soit pas le meilleur média social à utiliser. Donc, l'idée, c'est de voir avec votre public cible qui est plus présent sur quoi. Si on veut faire du recrutement sur Snapchat avec TikTok, c'est tout à fait possible. Même chose sur Instagram. On peut montrer de quoi a l'air l'environnement de travail. On peut montrer des gens en train d'avoir du plaisir, à quoi ressemble ce que les gens font, puis tout ça. Donc, c'est de voir vraiment selon l'usage que vous voulez en faire et la clientèle que vous voulez viser. Alors, au cinquième rang, on a dit les réseaux sociaux. Au quatrième rang, on a le téléphone. Si vous avez encore celui-là, vous êtes peut-être mieux de passer pour une petite mise à jour. Alors, pour un Z, un appel téléphonique, c'est très intrusif. C'est pour ça que plusieurs d'entre vous ont dit le texto, c'est probablement le mode de communication privilégié plus qu'un téléphone parce qu'effectivement, quand tu veux rejoindre un Z, t'es mieux de le texter que de l'appeler parce qu'il répondra probablement pas. Troisième rang, on a le texto. Alors, il n'est pas au premier rang, ça va peut-être vous surprendre. Texto, ce qui est le fun aussi, c'est que maintenant, on apprend à l'utiliser de plus en plus, hein. Donc, c'est sûr qu'il y a des moments, des endroits où il est peut-être mieux de ne pas être en train de faire des textos. On voit ici deux sauveteurs en train de surveiller une plage. Ça a fait la une, Journal de Montréal, je pense, en 2017. Donc, effectivement, ils ont perdu leur job, hein. C'est peut-être pas le moment de faire des textos quand tu as des gens en train de se noyer. L'autre chose aussi, c'est que tu sais, ce que ta mère pense quand tu ne réponds pas à ses textos, hein. Fait que gère ta mère, hein. Des fois, c'est peut-être mieux de rester concentré sur ta tâche puis de répondre à tes textos un peu plus tard ou encore klaxonne si tu aimes Jésus ou envoie un texto en conduisant si tu veux le rencontrer. Mhm. Deuxième rang, le courriel. Et puis, j'ai vu tantôt quelqu'un a écrit un mail. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui avaient le réflexe de s'adresser aux Z avec un courriel ou un mail. Mais ce que les Z nous disent, c'est que oui, l'avantage du courriel, un, c'est que c'est privé. Euh, c'est aussi un peu plus réfléchi, dans le sens que quand on met quelque chose par écrit, on n'est pas limité avec le nombre de mots, le nombre de caractères, puis tout ça. Donc, c'est plus structuré. On peut joindre des hyperliens, on peut mettre des photos, des vidéos. Et c'est un mode de communication qui est moins rapide. Donc, ça diminue un peu le stress et l'effervescence d'être tout le temps en train de communiquer puis de répondre. Donc, les aides apprécient beaucoup le courriel pour ces raisons-là. Et donc, il nous reste au premier rang. Alors, je vous résume, au cinquième, on avait les réseaux sociaux. Après ça, on avait le téléphone. Au troisième rang, on avait le texto. Après ça, on a eu le courriel. Il nous reste donc au premier rang la lettre. Hein, ils ne savent même pas à quoi ça sert, ça, hein. Ce papier, là, c'est un iPad brisé. Alors, vous allez être peut-être agréablement surpris de savoir que les Z, 63 nous disent que leur mode de communication privilégié au travail, ça reste le face-à-face. Que ce soit en personne ou en vidéo comme ça. Donc, malgré tous ces outils technologiques-là, les Z apprécient encore plus le face-à-face. Style de leadership valorisé, bien évidemment, il y a toute la gamme de styles qu'on peut avoir, c'est-à-dire du côté gauche, le plus directif possible et du côté droite, le plus laissé aller. Et puis, bon, c'est pas surprenant de voir que les Z sont plus dans un style laissé aller, puis probablement que nous tous aussi, c'est le genre de style qu'on préfère. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est important d'adapter son style de leadership aux différences et aux circonstances.
Donc, on n'a pas seulement un seul style leadership, il faut vraiment l'épuiser selon les individus. Donc, par exemple, si je supervise des stagiaires ou j'ai, à l'inverse, un expert dans un domaine ou une sommité, bien évidemment, ça ne sera pas le même genre de style de leadership. Même chose au niveau des circonstances. Si j'ai une crise ou un accident qui se passe, ben, on va être plus dans un mode directif, alors que si quelqu'un est en gestion de projet, ben, on peut être plus dans un style laisser aller. Si, par exemple, je fais une revue de performance, ben, peut-être qu'un style coaching serait plus approprié. Et si on vit des périodes d'incertitude, par exemple, ben, peut-être qu'un style de leadership plus transparent serait approprié. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir, bon, c'est quoi les préférences, c'est sûr, mais de surtout s'adapter aux différences et aux circonstances. Mode de rétroaction privilégié. Alors, il y a plusieurs possibilités, puis on va essayer de s'amuser à deviner qu'est-ce que les Z veulent. Donc, d'après vous autres, est-ce qu'ils préfèrent une rétroaction qui est informelle ou formelle? Je vous laisse répondre dans la boîte de clavardage. Est-ce qu'ils préfèrent de l'informel ou du formel, nos petits Z? Alors, je vois du informel, j'ai vu aussi du formel, quand même assez partagé. Bon, il y a quelques-uns qui vont être surpris. Les aides, une bonne partie m'ont dit informel, donc plus que le bonhomme sourire se déplace loin, plus que le pourcentage est élevé. Donc, une majorité nous ont dit qu'ils préféraient de rétroaction de forme informelle. Ils n'ont pas besoin d'avoir des récompenses tout le temps, mais ils ont besoin d'être validés souvent, les aides. Rétroaction en privé ou en équipe? J'ai l'impression que celui-là, vous allez être peut-être plus proche de ce que les aides nous disent. Privé ou en équipe, je vois beaucoup de privé et effectivement, puis on voit que le pourcentage est très, très fort, donc privilégie beaucoup le privé versus en groupe. Maintenant, est-ce qu'on privilégie l'oral ou l'écrit, les aides? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit d'après vous autres? Alors oui, à l'oral, j'ai pas vu personne, je pense, qui m'a parlé de l'écrit encore. Ah oui, il y a quelqu'un ici. Mais effectivement, une grande partie préfère l'oral à l'écrit. Encore là, c'est des tendances, hein. On ne veut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ce qui est important comme gestionnaire, c'est de connaître les préférences des gens avec qui on travaille. Mais là, évidemment, on n'a pas toujours le temps de prendre un par un puis de connaître exactement les attentes de chacun. Donc, on peut s'inspirer de grandes tendances, mais il faut garder à l'idée qu'il y a peut-être certaines personnes qui, eux, vont préférer quelque chose de différent que ce qu'on voit présentement, même si c'est des Z. Alors, est-ce que les Z préfèrent une rétroaction sur leurs points faibles ou sur leurs points forts? Là, je vous dis tout de suite, c'est une question piège. J'ai vu quelques-uns marquer les deux. Alors, effectivement, il y a une nuance à apporter et ça vient sur l'identité de genre, parce que j'ai analysé aussi s'il y avait des différences de ce côté-là. Donc, les gens qui s'identifient au sexe féminin vont préférer avoir une rétroaction sur les points forts, alors que les gens qui ont une identité de genre masculin vont préférer une rétroaction sur les points faibles. Pour les autres, il n'y avait pas de différence sur l'identité de genre, mais pour celui-là, c'était marqué. Est-ce qu'il les aide préfèrent une rétroaction du patron ou des pairs? Aiment-ils mieux se faire dire par leurs amis ou par leur patron si ce qu'ils font, c'est bon ou c'est pas correct? Plusieurs patrons, puis effectivement, mais tu sais, c'est pas, le pourcentage n'est pas nécessairement si différent que ça. Individuel ou collectif? Rétroaction, c'est-à-dire sur des actions individuelles ou sur des actions collectives? Est-ce qu'on a un feedback sur ce que moi j'ai fait ou sur ce que le groupe a fait? Alors, effectivement, beaucoup plus dans l'individuel. Et maintenant, la fréquence. Est-ce que les aides s'attendent à une rétroaction occasionnelle ou fréquente? Alors, il y en a qui ont pris de l'avance, on est déjà dans le fréquent, fréquent. Et c'est vrai, on a l'impression qu'ils en veulent toujours. Et puis, regardez bien parce que vous allez voir, il y a une petite nuance et ça ne bouge pas beaucoup. Alors, vous voyez qu'on n'est pas tant dans le fréquent tant que ça. C'est assez partagé. Dans ces genres féminins, un peu plus fréquent qu'occasionnel et dans ces genres masculins, c'est l'inverse, un petit peu plus occasionnel que fréquent, mais on est presque
partagé entre les deux. Donc, c'est sûr que l'avantage d'avoir une rétroaction qui est occasionnelle plutôt que d'être très, très, très fréquente, c'est que ça permet des fois de mieux se préparer, d'avoir un meilleur impact aussi. Parce que si je dis à longueur de journée à tout le monde, c'est beau, c'est bon, ça va bien, à un moment donné, ça perd de son influence. Donc, le faire de façon plus occasionnelle, souvent l'impact va être un peu plus grand. Forme de reconnaissance privilégiée par les Z. Alors, des différences, encore une fois, au niveau de l'identité de genre. Donc, on va commencer avec l'identité de genre féminin. On a 5 options possibles. Donc, c'est quoi les qui veulent avoir comme forme de reconnaissance? Est-ce que c'est de l'argent, des cadeaux, des encouragements, des privilèges ou une reconnaissance symbolique, genre plaque, trophée, médaille? Donc, d'après vous autres, c'est quoi qui arrive au premier rang quand on demande à des Z? C'est quoi la forme de reconnaissance que tu privilégies? Donc, on a l'argent, des cadeaux, des encouragements, des privilèges ou reconnaissance symbolique. Alors, José Frédéric nous parle d'encouragement. Même chose du côté de Matt. Patrick aussi parle d'encouragement. Un inconnu nous parle d'argent. Je vois beaucoup d'encouragement. Symbolique, Jean-François, je pense que tu vas être déçu. Effectivement, reconnaissance symbolique, cinquième rang. Ensuite, au quatrième rang, on a les cadeaux. Les privilèges au troisième rang. L'argent deuxième. Et donc, les encouragements au premier rang. Plusieurs d'entre vous avaient la bonne réponse. En fait, il y a 40 des gens qui s'identifient au genre féminin qui ont placé les encouragements au premier rang. Et si on va sur l'identité de genre masculin, vous voyez qu'il y a eu un changement dans le top 2, 1 et 2. Donc, on a l'argent qui passe au premier rang pour 48 et les encouragements qui passent au deuxième rang. Alors, il y a un grand sage qui a dit c'est pas ce que l'on fait, ce que l'on sait qui compte, mais plutôt ce qu'on devient quand on fait ce qu'on sait. Donc, l'idée, oui, c'est évidemment de recevoir de l'information, c'est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on fait quelque chose avec ces données-là. Donc, j'espère qu'avec les informations que je vous ai partagées ce midi, ça va vous inciter à vous questionner et peut-être à changer des petites choses. Ça peut être un premier petit geste, un premier petit pas. On ne veut pas nécessairement faire des grands, grands changements, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, mais qu'est-ce que, à la suite de ces informations-là, qu'est-ce que moi, je pourrais changer dans mon approche, dans mes communications, dans mon style de recrutement, dans mes formes de reconnaissance, de communication, mon style de leadership, par exemple. Donc, il nous reste 2-3 minutes. J'avais prévu garder ce temps-là pour répondre peut-être à une ou deux questions rapidement, donc soit par la boîte de clavardage ou par le micro si ça vous tente de l'activer. Et sinon, je vais vous laisser avec la conclusion tout de suite après. Alors, je vous rappelle que le PDF du PowerPoint va être dans la discussion sur Teams plus tard cet après-midi ou ce soir, dépendamment de votre fuseau horaire. Alors, Cathy me demande qu'est-ce qui fait que certaines études mettent les aides jusqu'à 2010? Bien, c'est une bonne question, Cathy, parce qu'il n'y a pas de ministère des générations qui a décidé exactement à quelle date on coupait ça. Donc, les aides, il y en a qui les mettent jusqu'en 2012. Souvent, c'est ce qu'on voit parce que, comme je disais tantôt, à partir de 2013, il y a plus que 50 des gens aux États-Unis qui avaient un téléphone intelligent. Donc, ça a été la coupure qui a été faite basée sur la technologie, sachant que cette technologie-là a vraiment été disruptive, qu'il y a eu un grand changement. Donc, c'est ce qui explique un peu pourquoi la tranche la plus populaire, c'est de 95 à 2012 pour les aides. Mais évidemment, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on ne veut pas mettre tout le monde dans le même panier. Les différences sont plus individuelles que générationnelles. Donc, l'idée, ce n'est pas non plus de tout généraliser tout ça. C'est vraiment de s'intéresser à ce que les gens veulent. Camille, comment rimer les préférences des aides avec celles des autres générations? Bien, c'est une bonne question. L'idée, c'est vraiment de miser sur ce qu'on a en commun, parce que c'est sûr que chacun a ses différences. Donc, de ramener le focus sur les gens, de dire bien, pourquoi on est ici ensemble, qu'est-ce qui nous a réunis dans cette entreprise-là, c'est quoi nos visions, nos valeurs communes et notre mission commune. Cathy, étudier l'impact de la pandémie sur les aides et le travail. Oui, effectivement, on a vu des impacts sur plein de trucs. Ils sont dans le livre. Il y a un chapitre là-dessus. En fait, dans le livre, vous allez voir, là, il y a enfin un retour, évidemment, génération baby boom, XY. On parle de recrutement, on parle d'expérience employée. Il y a un chapitre aussi sur la neurodiversité. Il y a même un chapitre sur
les alphas. Et puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a des témoignages, des petits conseils de Z qui donnent directement aux gestionnaires. Et on a aussi, comme tu dis, la question de la pandémie. C'est sûr qu'il y a eu des impacts assez négatifs sur plusieurs aspects, mais il y a eu des impacts positifs aussi. Donc, euh, ça va dans les deux sens. Donc, je vous invite à lire simplement le code QR qui est ici si vous voulez accéder à d'autres ressources où vous procurez le livre. Sinon, je peux mettre le lien aussi dans la boîte de clavardage ici. Chantal, beaucoup de dépression chez les Z. Oui, en fait, c'est une génération qui est très anxieuse et puis la pandémie a eu cet impact-là aussi, qui a été exacerbé euh, par ça, mais aussi par d'autres statistiques qu'on a parlé au début, précarité d'emploi, inflation, coût d'accès à la propriété. Donc, tout ça vient effectivement augmenter l'anxiété, même au niveau des réseaux sociaux. Évidemment, tout ça, ça vient s'ajouter. Puis il y a des études qui montrent qu'effectivement, le fameux FOMO, le fear of missing out, la crainte de manquer quelque chose augmente aussi au niveau de l'anxiété. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce midi. Si jamais ça vous tente de maintenir la communication, vous pouvez me rejoindre par courriel ou de différentes façons. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, on se revoit, j'espère, bientôt. Salut tout le monde. Bonne journée.